Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Au cours des dernières semaines, de nombreux développements majeurs ont vu le jour en Afrique du Nord. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a rencontré en fin mars le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Washington. Les deux diplomates ont discuté des initiatives visant à faire progresser la paix et la sécurité régionale et du rôle stabilisateur du Maroc face aux nouveaux défis au Moyen-Orient et en Afrique. Ils ont également évoqué les tensions au Proche-Orient et le secrétaire d'État a exprimé sa reconnaissance au roi Mohamed VI pour son leadership et sa contribution de longue date à la promotion de la stabilité et de la paix régionale. Ils ont également évoqué l'Algérie et les dernières déclarations à Al Jazeera du président Tebboune qui affirmait que les relations avec le Maroc avaient atteint un point de non-retour et accusait l'Espagne de se ranger du côté du Maroc. Concernant la dégradation des relations entre la Tunisie et les États-Unis, Anthony Blinken a évoqué une lettre en date du 27 mars 2023 adressée à son attention par 20 membres de la Chambre des représentants qui expriment leur profonde inquiétude suite à l'intensification de la répression par le président Kais Saied à l'égard de ses opposants politiques. Selon eux, le président tunisien ne cesse de tenir des propos racistes et xénophobes, suggérant qu'un complot est en cours pour transformer la Tunisie en un pays purement africain privé de toute filiation avec les nations arabes et islamiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons des relations des États-Unis avec les pays d'Afrique du Nord et nous aurons le plaisir d'accueillir deux experts de la région. Le premier est David Pollock, que vous connaissez bien, ancien conseiller sur les questions du Moyen-Orient au département d'État. Il est aujourd'hui chercheur principal au Washington Institute for Near East Policy. Il sera également avec nous en deuxième partie d'émission David Desroches, professeur au Centre d'études stratégiques du Proche-Orient et de l'Asie du Sud. Il a été directeur de la politique de défense pour les affaires du Golfe et a aussi travaillé au bureau du secrétaire à la Défense, directeur des opérations de l'OTAN et chef adjoint des forces de maintien de la paix. Mais commençons tout d'abord avec notre chroniqueur George Landritz. George, les tensions en Afrique du Nord semblent s'intensifier. La crise économique et politique en Tunisie s'amplifie, tandis que l'Algérie poursuit sa campagne anti-marocaine en paroles et en actes. En revanche, les États-Unis et le Maroc collaborent étroitement pour gérer la situation. Alors comment évaluez-vous cette coopération et quels pourraient en être les résultats selon vous? Well, Adam, I think you've again asked an interesting question and some really good implications there. Écoutez, Adam, vous avez posé une question importante concernant les implications. Je suis d'accord qu'il y a des tensions en Tunisie et que les choses s'aggravent. Je pense que le Maroc et les États-Unis vont continuer à proposer des solutions rationnelles et raisonnables, vu leur expérience dans ce domaine. Cependant, ce qui me rend plus inquiet sur la région, c'est la présence de partis qui empêchent de trouver des solutions en raison de leur manque de rationalité et de sérieux. Je pense qu'ils ne veulent pas de solutions et qu'ils ont des agendas différents. Donc les choses se compliquent parce qu'ils nous poussent vers cela et il est peut-être difficile de surmonter les choses immédiatement. Mais avec la sagesse marocaine et le soutien américain, de bonnes choses se produiront. Oui, cela peut prendre du temps. Ceux qui nous poussent vers une détérioration de la situation n'auront pas la capacité de le faire avant longtemps. Le monde regarde ce qui se passe et petit à petit, le soutien aux positions marocaines s'amplifie. On a commencé déjà à s'en apercevoir en Europe. En fait, je suis optimiste sur le long terme que les choses vont s'améliorer, mais cela demandera de la patience et du temps. Le Maroc en est capable et j'espère que nous le sommes. George, vous voyez toujours les choses sous un jour optimiste. David, je voudrais commencer par revenir sur la visite du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita à Washington.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken et le chef de la diplomatie marocaine ont exprimé leurs préoccupations communes concernant la violence qui continue de sévir en Israël et en Cisjordanie occupée. Et ils ont exploré les actions à mener pour désamorcer les tensions. Le secrétaire d'État a exprimé sa reconnaissance au roi Mohammed VI pour son leadership et sa contribution de longue date à la promotion de la stabilité et de la paix régionale, y compris ses contributions pour promouvoir un avenir sûr et prospère pour les Israéliens et les Palestiniens. Alors j'aimerais connaître votre avis sur les liens entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Le président américain a récemment jeté un froid sur les relations entre Washington et Tel Aviv en exprimant ses divergences sur la politique israélienne dans les territoires occupés, ainsi que sur le projet de réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou. D'ailleurs, le Maroc partage ces préoccupations. Alors, pensez-vous qu'à l'heure actuelle, la relation américano-marocaine est bien meilleure que celle entre les États-Unis et Israël? Et dans quelle mesure croyez-vous que ces derniers entretiens entre les deux chefs de la diplomatie puissent affecter les décisions israéliennes? Alors, la réponse à votre bonne question est oui. Les relations entre les États-Unis et le Maroc sont actuellement bien meilleures que les relations américaines avec le gouvernement israélien, sans aucun doute. C'est un scoop en exclusivité sur Média. Cela ne signifie pas que les relations entre Israël et les États-Unis sont perturbées. Mais la tension a atteint un niveau très élevé, à la fois publiquement et dans les coulisses. Je pense que les deux gouvernements, du moins pour l'instant, sont déterminés à trouver une meilleure voie à suivre, si possible, malgré les défis très aigus auxquels Netanyahou est confronté en interne et malgré les critiques de nombreuses parties ici aux États-Unis sur l'orientation actuelle du gouvernement israélien dirigé par Netanyahou. Certes, ce dernier a désormais accepté de suspendre ce qui est qualifié de réforme judiciaire, tandis que ses partenaires de la coalition les plus extrémistes maintiennent leur détermination à faire pression sur lui. Et tant que cette suspension se poursuit, il y a, je pense, un certain espoir qu'une mauvaise crise sera évitée dans les relations bilatérales, ou à l'intérieur d'Israël ou de la Cisjordanie. Mais environ dans un mois après la fin de la fête juive, après la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, et après la commémoration du jour de la Nakba, nous pourrions voir plus de tensions dans les relations américo-israéliennes et au sein d'Israël et des territoires palestiniens. Que peut faire le Maroc quant à ce sujet? Je pense que Netanyahou, comme il a dit à maintes reprises, est déterminé, quoi qu'il arrive, à maintenir les accords d'Abraham. Y compris l'établissement de la paix et l'établissement de relations diplomatiques, commerciales et même sécuritaires entre Israël et le Maroc. Je crois personnellement que Netanyahou aimerait vraiment le faire s'il le pouvait, même s'il devait négliger certains de ses partisans les plus extrémistes à l'intérieur d'Israël, y compris des membres de son gouvernement de coalition. Netanyahou a montré sa volonté de le faire dans une certaine mesure. Par exemple, sur la question de la mosquée d'Al-Aqsa, qui est d'ailleurs une question sensible pour le Maroc et pour les musulmans du monde entier, ainsi que pour les Israéliens, notamment parmi les extrémistes religieux.
C'est une petite minorité, mais elle est très active. Et maintenant, elle a un ministre dans le gouvernement qui est Ben-Gvir. Ainsi, au cours des 3 derniers mois que Netanyahou a assumé le poste de Premier ministre, Ben-Gvir a été autorisé à visiter la mosquée d'Al-Aqsa une fois. Et je suis heureux de dire que les 2 vendredis du mois de Ramadan se sont déroulés paisiblement dans la ville de Jérusalem. Et ce n'est pas un hasard. C'est vrai, d'ailleurs, le fait qu'environ 100 000 musulmans palestiniens ont prié dans le noble sanctuaire de la mosquée Al-Aqsa signifie que même ce gouvernement israélien se rend compte que le maintien de la sécurité et de la stabilité intérieure d'Israël et même les nouvelles relations d'Israël avec un nombre de pays arabes, surtout des pays importants comme le Maroc, sont des choses de haute importance. Et quand Anthony Blinken et Nasser Bourita parlent le même langage vis-à-vis d'Israël et se concentrent sur les mêmes points, cela, à mon avis, a un double effet. Je pense que cela a un impact énorme. Je pense également, comme vous le savez, vous et beaucoup de nos téléspectateurs, il y a près d'1 million de Juifs israéliens d'origine marocaine. Et ces derniers sont bien évidemment intéressés par cette relation du Maroc avec Israël. Ils veulent voir une base solide des relations bilatérales et beaucoup d'investissements entre les 2 pays. Ils ne veulent pas que le gouvernement israélien gâche cette relation avec le Royaume du Maroc. Il me semble que ce que David a dit est très important, car l'absence d'incidents violents dans la mosquée Al-Aqsa pendant la première moitié du Ramadan n'est pas une coïncidence. Il est également intéressant de noter, comme David l'a souligné, que les relations entre les États-Unis et le Maroc sont meilleures que celles entre le gouvernement Netanyahou et le gouvernement Biden. Et qui aurait pu attendre à cela? Eh oui, il s'agit d'une évolution véritablement historique. David, je vais vous poser maintenant une autre question et j'attendrai votre réponse après une courte pause. Complètement asphyxié par les problèmes économiques qui risquent d'affecter la paix sociale, on voit que la Tunisie continue de souffrir des choix politiques de l'exécutif. Et ceci la rend plus dépendante de l'Algérie concernant l'approvisionnement en énergie. D'autant que le président Kais Saied continue de se distancier de la communauté internationale avec ses décisions totalitaires et ses déclarations racistes. De ce fait, les États-Unis ont réduit de moitié leur soutien accordé à la Tunisie et les membres du Congrès appellent à revoir les relations entre Washington et Tunis. Le président tunisien a déclaré refuser la suppression des subventions voulues selon lui par le Fonds monétaire international. Kais Saied a annoncé que son pays ne se plierait pas au diktat de cette institution internationale et j'aimerais que vous nous éclairiez sur le sens de ces choix surprenants et leur impact sur la situation de ce pays juste après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur les développements en Afrique du Nord. Avant la pause, j'ai demandé au docteur David Pollock son avis sur le cours des événements en Tunisie. Monsieur Pollock, nous vous écoutons. Oui, la situation en Tunisie se détériore de plus en plus, tant sur le plan politique, économique, et sur le plan des relations extérieures également, malheureusement. À travers mes discussions avec des experts américains à ce sujet, je peux dire que le premier problème en Tunisie est d'abord l'économie. Le peuple tunisien est maintenant plus intéressé à trouver un moyen d'éviter la souffrance économique, plus que son intérêt envers la démocratie. Malheureusement, le gouvernement tunisien n'est pas seulement un gouvernement autoritaire, mais il s'éloigne actuellement de toute voie de réforme économique ou d'amélioration de la situation économique.
Donc, par conséquent, mon évaluation personnelle est que malgré notre profond mécontentement face au parcours antidémocratique de Kais Saïed, ce n'est pas le moment d'imposer plus de pression économique contre le peuple tunisien. C'est plutôt le bon moment pour encourager les Tunisiens durant cette crise. Le Fonds monétaire international et les dirigeants américains essaient bien, dans la mesure du possible, pour parvenir à un accord par lequel les souffrances économiques à court et à moyen terme seront mises en fin par le biais des investissements américains. David DeRoche, because we got two Davids here. Sorry about that. Je me tourne à présent vers David Desroches. Je précise que nous avons parmi nous aujourd'hui deux David. J'aimerais élargir un peu la discussion avec vous, Monsieur Desroches. Alors, concernant la Tunisie et l'Algérie, il me semble qu'au cours des 2 dernières années, nous avons assisté à une sorte de reformulation des relations en Afrique du Nord. Avec l'arrivée de Kais Saïed, la Tunisie, qui était auparavant un acteur neutre, s'est muée en allié politique de l'Algérie, principalement en raison de sa dépendance énergétique vis-à-vis d'Alger, et aussi parce que les deux systèmes sont totalitaires. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce changement qui a perturbé l'équilibre des relations dans la région et en quoi cela peut-il affecter le Maroc? It's an interesting question. So, Tunisia has gone from being sort of everybody's favorite country. Today, I was speaking to a senior State Department diplomat who said, the only time I've ever had a member of Congress saying we need to give more money to this country was for Tunisia. That was before. Ceci est une question importante. En fait, un responsable du département d'État m'a dit aujourd'hui que la Tunisie n'est plus le pays préféré de presque tout le monde. La seule fois où j'ai vu un membre du Congrès dire que nous devions aider davantage la Tunisie, c'était avant ce que Kais Saïed a fait après son arrivée au pouvoir, ce que l'administration Biden essaie d'éviter de décrire comme un coup d'État, car une telle description conduira à des mesures économiques et politiques inappropriées. But it's going that way, and at least the Pakistani military leadership, which en fait, les dirigeants militaires ont tendance à coopérer avec leurs pairs. Et j'ai entendu l'Algérie décrite comme une armée avec un État, bien que je ne pense pas qu'elle soit dans la même mauvaise situation que le Pakistan, mais elle est en passe de le devenir. For whatever their faults are, when an authoritarian regime makes a decision, the results come. The commitments there. De notre côté, le modèle marocain est toujours plus proche de l'Occident et les dirigeants marocains sont intéressés par des développements positifs tels que le développement de l'énergie propre, l'adoption d'un islam du juste milieu et la formation des imams. Toutes ces choses ne sont pas recherchées par l'Algérie et elles placent le Maroc dans une meilleure position sur la scène internationale. Par conséquent, je ne crois pas qu'il y ait des changements politiques dans la région, car Kais Saïed est déjà passé du mauvais côté de l'histoire et du mauvais côté de l'opinion publique en Occident. Il cherche désormais un éventuel soutien pour continuer son règne à court terme et je ne vois pas d'autre dimension que celle-là. Il ne cherche que la survie de son régime. I wouldn't read too much into it beyond that, just regime survival. Right. It's interesting because in his initial comments on the show, George Lanzer said, tout à fait, c'est important de le rappeler. Au début de notre discussion, Georges Lindrit a déclaré que les pouvoirs algériens et tunisiens agissent par pur intérêt personnel. Leurs positions sont déraisonnables, diraient certains, mais ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur survie politique. Ce n'est certainement pas raisonnable, mais c'est réaliste. That is rational. It may not be reasonable, but it's rational. Exactly. Justement, et je ne jouerai pas ici le rôle d'un professeur de relations internationales, mais on a tendance à évaluer les pays du point de vue des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un régime autoritaire ou d'une prise de contrôle militaire, il faut regarder la position des dirigeants parce que parfois l'intérêt du régime n'est pas le même que l'intérêt de l'État et je pense que c'est exactement la situation en Tunisie aujourd'hui. Bien, concentrons-nous davantage sur l'Algérie.
David Desroches, lors d'un épisode précédent, nous avons évoqué des articles qui traitaient de la menace que représentent les ventes de drones iraniens à l'Algérie et qui sont destinés aux milices du Polisario. Peu de temps après cela, le président Tebboune a accordé un entretien à Al Jazeera, entretien dans lequel il a déclaré que les relations avec le Maroc ont atteint un point de non-retour. Alors, je voudrais vous demander, quelle lecture faites-vous de ces déclarations? Faut-il s'en inquiéter? Et quelle sera la prochaine étape dans la poursuite des provocations de l'Algérie? Premièrement, il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver des preuves que le Front Polisario aurait reçu des drones kamikazes de la part de l'Iran via l'Algérie. Et j'ai vu des déclarations de membres du Polisario à cet effet. Le Boston Herald également. Oui, j'ai lu l'article de Llewellyn King dans le Boston Herald, mais je pense qu'il s'est également appuyé sur la presse marocaine. Oui, il y avait un approvisionnement en drones de la Turquie vers l'Algérie et le Polisario pouvait en être approvisionné, mais en tant qu'analyste militaire, je ne vois pas l'importance de ça parce que le Polisario pourra faire cela dans 5 ans. Comment? Well, a drone is basically a surfboard with a motor on it. It's not that hard. Écoutez, un drone est essentiellement une plaque de protection dotée d'un moteur, donc ce n'est pas difficile à faire. Le composant électronique est similaire à la complexité d'un téléphone portable et le moteur est le même que celui du petit avion bien connu. En fait, le fuselage du drone est en fibre de verre. Si vous pouvez mouler une plaque de protection, vous pouvez mouler le fuselage d'un drone et le drone offre un avantage temporel sur 3 ou 4 années. Certes, nous avons vu la possibilité de l'arrêter pendant la guerre en Ukraine. De ce fait, la plus grande question est de savoir pourquoi maintenir un conflit continu dans lequel chaque partie cherche un avantage technologique. À cet égard, je cite la chanson de John Lennon, « Donner une chance à la paix ». Nous devons le faire d'une manière ou d'une autre, car il y aura toujours une nouvelle arme et son avantage ne sera que temporaire. There's always going to be a newer weapon. Yeah. And the advantage will just be momentary. I thought it was interesting that shortly after this Je story constate about qu'après the la drones diffusion de ces informations sur la présence de drones iraniens, le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, s'est rendu au Maroc où il a eu 2 jours de réunions de haut niveau. Alors, quelle est votre lecture concernant cette visite? What do you read into that? 2 choses. La première est que le Maroc a été le premier pays à reconnaître de facto l'indépendance américaine en ouvrant ses portes aux États-Unis et nous avons une longue histoire de relations de défense avec les Marocains. J'ai passé de meilleurs moments d'expérience de ma vie au Maroc en tant que visiteur de l'Académie royale militaire du Maroc. Il y a beaucoup de bonne volonté entre les 2 pays. Deuxièmement, le secrétaire américain à la défense et le chef d'état-major américain ont un calendrier de visites à l'étranger à effectuer chaque année et il est prévu de visiter le Maroc au moins une fois, sinon ce serait hors du commun. Enfin, je voudrais connaître votre position à tous les deux sur des événements récents. Récemment, Joe Biden a accueilli le 2e sommet pour la démocratie à Washington et la Tunisie n'a pas été invitée, ni au premier sommet d'ailleurs. Alors je vais demander d'abord à David Pollock de commencer par répondre à cette question. Que pensez-vous des efforts américains pour soutenir la démocratie dans le monde arabe? Il s'agit d'une grande question, bien sûr, mais c'est le bon moment quand on voit que la Tunisie et l'Algérie prennent clairement la mauvaise direction, alors que le Maroc représente le seul point lumineux dans la région. Comment évaluez-vous l'impact de la politique américaine sur ces questions face au rejet de toute discussion de la part de l'Algérie et de la Tunisie? Bon, comme je vous l'ai dit avant le tournage de cet épisode, c'est une question difficile en réalité. Mais je ne l'éviterai pas et je dirai franchement, selon ma propre évaluation, que l'effort des États-Unis pour promouvoir la démocratie dans le monde arabe a échoué dans une large mesure. Mais je peux ajouter que ce n'était pas notre faute et ce n'était pas notre responsabilité. Car la démocratie est la responsabilité du peuple et du gouvernement de chaque pays.
C'est dans l'intérêt des États-Unis de soutenir la démocratie, mais nous ne pouvons pas établir cette démocratie dans les pays. All right. I love J'apprécie votre réponse qui est franche, honnête et profonde. David, qu'en pensez-vous? I think that one of the problems we've had, not just in the Arab world, but also in Africa and in Bosnia, Écoutez, je pense que l'un des problèmes auxquels les États-Unis ont été confrontés, non seulement dans le monde arabe, mais aussi en Afrique et en Bosnie, c'est que nous avons fait une erreur en définissant les éléments de la démocratie en nous concentrant uniquement sur les élections dans des pays qui manquent d'institutions politiques matures. Je pense que ce que les États-Unis devraient faire, c'est construire des institutions capables de participer au processus démocratique et ensuite se diriger vers les élections au lieu de mettre la charrue avant les bœufs pendant longtemps. Une autre réponse bien pensée de David Desroches concernant les institutions. Nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette discussion. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements de nos entretiens, qu'il s'agisse des déclarations de David Pollock sur Israël ou des contributions de David Desroches sur les dictatures militaires et leur marginalisation de la démocratie. Je tiens à remercier mes deux invités, le docteur David Pollock et David Desroches. Merci également à notre chroniqueur Georges Landry. Merci à vous pour votre attention et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.